Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 13 septembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Aleph 0. C'est un projet un petit peu particulier et justement on va revenir dessus. Comme d'habitude on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale dans laquelle on va expliquer le projet, revenir sur son actualité, et une partie technique où on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente avec justement de l'AT, et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que Aleph 0? Aleph 0 est une blockchain de niveau 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées sur leur propre protocole. Alors, il faut bien comprendre que Aleph 0 a été construit dans la vague d'Ethereum Killer. On est vraiment dans ce domaine-là, c'est-à-dire que le but d'Aleph 0, c'est d'être une blockchain de niveau 1 qui est sécurisée, scalable, et qui n'a pas les problématiques qu'on peut retrouver sur Ethereum. Et c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans cette démarche-là, mais en même temps on est un peu à part, parce que la cible vraiment d'Aleph 0, c'est pas les utilisateurs classiques, c'est plutôt les PME. C'est vraiment quelque chose qui a pour vocation d'être utilisé par des petites sociétés pour pouvoir proposer des services ou des microservices directement aux utilisateurs. Donc on est vraiment dans une démarche qui est différente du reste, et c'est pour ça que elle est née dans Ethereum Killer, mais je ne peux pas la considérer comme étant une forme d'Ethereum Killer. L'autre point à noter, c'est que on est dans une dimension où Aleph 0 a construit sa blockchain sur la notion de Zero Knowledge Proof. C'est vraiment le principe même, c'est que dans leur construction et dans l'établissement de leur blockchain, alors on dit blockchain mais derrière c'est un DAG, hein, d'accord, c'est ce qu'on retrouve par exemple chez Phantom ou des choses comme ça, dans lequel on est dans une construction compliquée de blocs qui est parfois asynchrone, ce qui est le cas justement aussi d'Aleph 0 et de Phantom aussi, et on est dans une dimension où on veut construire des smart contracts qui s'appuient sur le Zero Knowledge Proof pour pouvoir garder la privacy tout en gardant la notion de scalabilité. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la scalabilité, on est dans les alentours de 80 000 transactions par seconde, en tout cas c'est lors des tests qu'ils ont atteint je crois 89 000 exactement, mais on est dans les alentours d'une moyenne de 80 000 sans forcer, donc on est vraiment dans quelque chose qui est hyper scalable, on est dans quelque chose qui est relativement protection des données avec le Zero Knowledge Proof, hein, la technologie en elle-même, je vous en parle régulièrement, c'est ce qui permet de prouver quelque chose de façon mathématique et de façon cryptographique, sans forcément connaître ce quelque chose, ni connaître si c'est vrai ou faux. C'est vraiment la force du Zero Knowledge Proof, ça permet de conserver la privacy des données, tout en validant quelque chose. Et le fait d'avoir une blockchain qui s'appuie sur le ZK Knowledge Proof pour construire vraiment absolument tout, c'est vraiment quelque chose qui est relativement fort. Alors, est-ce que c'est le seul? Non, on a des projets comme Aztec qui sont en train de se construire, on a des projets comme Secret qui est un peu à part, où on peut avoir des projets comme Rose, et donc Oasis, le token de Oasis, dans lequel ils ont eux une enclave qui est sécurisée, donc on est dans des idées identiques, mais dans des méthodologies qui sont encore différentes. On peut avoir aussi, pourquoi on peut parler de Starknet, qui est en fait dans cette conception de construire un rollup qui est basé sur le ZK Knowledge directement nativement, et Aleph 0 est une solution parmi tant d'autres. Pour moi, la problématique, c'est que on n'a pas encore beaucoup de validateurs, hein, la décentralisation, on n'y est pas, on est à 126, ça varie, ça fluctue, on est assez peu de validateurs, mais je pense que ça augmentera au fur et à mesure. On a très peu de comptes aussi, mais ce qui est plutôt logique, étant donné que c'est une blockchain qui est née globalement durant le bear market en 2022, donc 2021-2022, c'est quelque chose qui a fait une ICO, qui a levé plus de 10 millions de dollars, je crois que c'est 16 de tête, donc on est dans un projet qui a construit globalement en fin de bull market et en début de bear market. Donc on est dans une dimension qui est différente des autres blockchains qu'on a pu connaître, avec une levée de fonds monumentale et une accélération du prix très forte lors de 2021, et ensuite on s'écroule. Là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus construit, on ira le voir tout à l'heure au niveau du cours. Par contre, au niveau des applications et donc de l'écosystème, on est vraiment dans quelque chose qui est relativement faible, hein. Quand on regarde la liste, on va voir qu'on est dans quelque chose où on a des applications, mais on a très peu de volume, on a très peu de développeurs purs qui sont spécialisés dans Aleph 0, on est dans une dynamique qui est quand même différente, mais ce qui est normal, parce que le projet en lui-même est en cours de construction. Par contre, ce qui est important à noter, c'est que derrière, on est sur une finalité qui est à moins d'une seconde. Et ça, c'est vraiment très fort. Ça veut dire que le bloc en lui-même sera validé et figé en moins d'une seconde, chose que beaucoup d'autres blockchains ont beaucoup de mal à faire, surtout avec des frais qui sont très très faibles. On parle de 0,0003 à 0, d'accord? On est vraiment dans une diminution très forte des frais. Par contre,
comme toujours, quand on a une haute scalabilité plus derrière des frais très faibles, c'est ce qu'on veut d'une blockchain, on est d'accord, mais ça sous-entend aussi que ce sera potentiellement attaquable à travers les attaques civiles. Donc c'est-à-dire le fait de pouvoir spammer par exemple la blockchain et la saturer. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être protégé ou pas? On n'a pas encore d'informations par rapport à ça, ils n'ont pas encore fait attaquer parce qu'il y a assez peu globalement d'intérêt à le faire pour l'instant, mais on est dans un projet qui est porteur, mais qui a encore beaucoup de zones d'interrogation. Ils ont 50 millions de dollars d'incentives pour pouvoir construire des applications, donc ils ont quand même un gros pool d'incentives dessus. Je pense qu'il y aura un nouveau pool qui sera créé lorsqu'il y aura le bull run, et à côté, on a le Ink. Le Ink, c'est leur langage de programmation qui est mis à disposition pour, justement, programmer sur Aleph 0, d'accord? Donc on va pas programmer en Solidity, chose qu'on a l'habitude d'avoir, on va avoir un langage qui va être à part, dans lequel on va devoir impérativement apprendre, sinon on a le WASM, donc qui est plutôt le WebAssembly qui est plutôt habituel, hein, qu'on retrouve sur beaucoup d'autres blockchains. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'Aleph 0, elle, est construite en Rust, alors exactement en Substrate, donc qui est la même technologie que Polkadot, qui se base sur le Rust, donc quelque chose qui est très solide. Le but, c'est d'avoir une couche qui est solide, fonctionnelle, et derrière avoir une surcouche de simplification à travers le Ink. Pourquoi pas, le Ink pourrait être quelque chose d'assez sympa pour construire, mais encore une fois, ça veut dire que il faut que les développeurs apprennent un nouveau langage et ne font plus que l'apprendre, hein, vraiment le maîtrisent pour pouvoir éviter d'avoir des failles, parce que forcément quand on a une nouvelle blockchain, ça sous-entend aussi qu'on va avoir des nouvelles failles qui risquent d'apparaître, parce qu'on va avoir une fonctionnalité qui va être différente, etc. etc. Alors avant d'attaquer le tokenomics, je voudrais juste résumer rapidement Aleph 0. Pour moi, c'est un projet qui est intéressant, qui offre une véritable valeur ajoutée. Ce n'est pas le seul dessus, et on a encore quelques incertitudes sur la notion d'écosystème et sa capacité à pouvoir séduire les utilisateurs, et notamment les PME, à savoir qu'on n'est pas encore dans une phase d'adhésion de la blockchain, et les PME en elles-mêmes, bien que c'est un tissu très important économique mondial, ça n'empêche que c'est les derniers généralement à rentrer dans les nouvelles technologies, et pour vous expliquer un petit peu ça, c'est généralement même déjà compliqué de rentrer dans la numérisation tout court, d'accord, des documents. Donc pour moi, on est encore très très loin de ça, mais en effet, c'est un projet qui pourrait être très intéressant à suivre. Au niveau de la tokenomics, on est dans quelque chose qui est inflationniste, même si la génération d'A0 va diminuer systématiquement, on est quand même dans quelque chose qui est inflationniste. On est sur une petite market cap, 250 millions en dilué, donc là on est à 266 sur 336, donc on est en dilué sur vraiment une petite market cap, donc on a une possibilité d'évolution qui est relativement haute, à condition bien évidemment qu'on ait une adhésion et qu'on ait des applications, qu'on ait un intérêt à utiliser et à développer sur justement Aleph 0. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Alors partie technique qui est un petit peu plus compliquée que d'habitude parce que je n'ai pas réussi à trouver un graphique qui est à peu près correct. J'ai dû me baser sur ici le graphique de KuCoin et ensuite le graphique de CoinMarketCap pour prendre les highs et les lows et pouvoir restructurer. Donc on va garder les deux ensemble. J'ai marqué ici le high, j'ai marqué le low là, et on voit qu'on est à peu près ici dans cette dynamique là. On va plutôt se placer comme ça histoire d'avoir une belle vision, savoir à peu près où on se trouve. Hop, on est là, sur la chute. Donc on est plus sur cette phase d'accélération et cette chute que l'on a. Donc on est dans une démarche ici qui est plus dans une distribution. On voit bien qu'on a un BC, un AR, ici un ST. Alors le ST peut être ici. Et globalement, ce que l'on va attendre dans une distribution de wake-off, c'est quoi? C'est un sign of weakness. Donc un low. Donc pour moi, on va aller casser ici ce low-là. Donc on va aller casser les 0,59 pour potentiellement après structurer une accumulation. Là on a quand même une belle zone de ranging qui est du coup depuis juin 2022 jusqu'à maintenant, dans lequel on a fait quand même une belle accélération avec une très grosse respiration sur décembre, novembre, décembre, ce qui est plutôt classique, et une deuxième accélération qu'on a vue jusqu'à mars, dans lequel on a une augmentation des volumes, qui est plutôt classique par rapport à justement l'accélération du BTC que l'on a eu sur ce début 2023, et ensuite on a une stabilisation et une baisse du volume qui est quand même très très fort, et cette baisse de volume ressemble grandement à ce qu'on a pu connaître durant cette zone-là. Donc pour moi on va continuer à s'enfoncer légèrement pour arriver sur une fin d'année qui va casser ici les 0,59, quelque chose qui va se faire de cette façon-là, avant de pouvoir structurer une accumulation. Mais moi ce que je veux, et ce que je veux vraiment dans l'accumulation, c'est d'avoir en fait un lot qui va se structurer comme ça. On va faire une petite prise de profit encore, on va casser les lots précédents, on va restructurer, on va retester, et ensuite on part. Là j'aurai un signal pour me dire que j'ai une structure
de retournement dans lequel, en effet, on aura une fin de dilution du token et une fin, ici, de la pression baissière. Il faut comprendre qu'on est sur un projet qui est relativement early, dans lequel on a assez peu d'utilisation du token, dans lequel il y a assez peu de frais, parce qu'il y a assez peu de volume, il y a assez peu d'applications, donc on n'a pas quelque chose qui est rentable, donc forcément, on a une dilution du token pour permettre la rentabilité du projet et pouvoir continuer à développer. Ils ont une roadmap qui est relativement conséquente, mais donc ça sous-entend aussi qu'on va avoir une pression baissière qui va être relativement conséquente pour permettre l'évolution de cette roadmap. Donc il faut impérativement, pour moi, avoir cette structure pour pouvoir se dire que là, on aura une entrée pour se dire, oui, on va payer peut-être un petit peu plus cher que ceux qui auront attrapé les lots, mais au moins on sait que la structure sera validée, et on sait qu'on aura quelque chose qui repartira à la hausse, donc on aura une incentive à pousser. Alors, pareil, il va falloir regarder les nouvelles. Est-ce que oui ou non, des protocoles ou des grosses signatures qui sont en train de se mettre en place dans lesquelles on va avoir du volume qui va être drainé? Si c'est pas le cas, bon, on sait qu'on aura quelque chose qui continuera à diluer. Donc il faut patienter pour moi et avoir en fait une zone intéressante. Donc pour moi la zone intéressante c'est déjà en dessous des 0,59 pour ensuite avoir une structure, et ensuite une fois qu'on a une structure, on pourra considérer qu'on est dans une pattern qui est intéressante. Donc on va dire que la spot zone elle est dans cette zone là, et d'ailleurs je vais la noter de ce pas ici. Hop, je la remettrai un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? C'est un peu compliqué parce que pour moi on n'a pas encore le lot qui est présent, donc je ne peux pas déterminer que c'est une vague 1, vague 2 pour l'instant, donc on est quand même dans quelque chose qui est indéterminé, mais j'ai tendance à vous dire qu'on peut assez facilement retester ici le ST qui a été effectué dans les alentours des 2$, et on pourrait assez facilement aussi retester la partie supérieure, donc les 6$. Ça nous amènerait clairement sur une market cap qui pourrait faire, pourquoi pas, un x10, donc aller chercher les 7$, dans lequel on irait sur une market cap de 3 milliards. 3 milliards pour une blockchain de niveau 1 en plein bull run avec derrière des applications, ça me semble tout à fait légitime en termes d'évolution. Par contre, il faut impérativement qu'on ait un bull run, qu'on ait un apport de liquidité et qu'on ait derrière un incentive suffisant pour en fait faire jouer la spéculation. Si on n'a pas de spéculation, on n'aura pas d'injection de liquidité, parce que pour l'instant, le protocole lui-même, il est en cours de construction et je pense qu'il sera pas terminé avant le début du bull run, donc il faut qu'il y ait toute cette démarche là qui rentre en compte. Donc c'est important de le prendre en considération, parce que oui, on peut avoir des perspectives de rendement, mais qui dit rendement dit risque, hein, c'est classique, plus on a de rendement, plus on a de risque. Donc est-ce qu'on est capable de prendre autant de risques, et à quelle proportion? Faites attention toujours à votre exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée hier sur CKB, la crypto de Nervos Network, dans lequel on a un projet qui se veut total, dans lequel il a layer 0, layer 1, layer 2, tout en monolithique. Il faut comprendre pourquoi c'est intéressant, quelles sont les limites de ce projet, et je vous mets le lien là, et nous on se retrouve demain à 7h.